Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique sur la Chine qui nous permet de recevoir Jean-Philippe Béja. Jean-Philippe Béja, bonjour. Nous, c'est-à-dire Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef de La Croix, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmitt du comité de rédaction de la revue Esprit. Nous allons donc, avec vous, nous intéresser à la Chine, car alors qu'il a fait supprimer par l'Assemblée nationale populaire en 2018 la limitation à 2 des mandats du président, et qu'il a fait inscrire sa pensée dans la charte du parti, Xi Jinping briguera à l'automne prochain un 3e mandat lors du congrès du parti. Au pouvoir depuis près de 10 ans, il a consolidé son autorité en luttant contre ses potentiels opposants et il a révisé la Constitution en 2017 pour y indiquer que, je cite, le parti dirige tout. En 2021, la Commission centrale disciplinaire a indiqué que 25 cadres de haut rang du PCC avaient fait l'objet d'enquêtes, c'est le chiffre le plus élevé depuis 2017. Des personnalités émettant des critiques à l'encontre du régime ont disparu provisoirement, comme Jack Ma, le créateur d'Alibaba, et plus récemment la joueuse de tennis Peng Shuai. Le régime a renforcé le contrôle de sa population avec la généralisation en 2020 du système de crédit social sur l'ensemble du territoire et l'installation de 600 millions de caméras de surveillance à travers le pays. Mis en place pour lutter contre les incivilités et maintenir l'ordre, ce système qui repose sur la notation des citoyens peut empêcher les moins bien notés de contracter des crédits bancaires ou de voyager. En 2018, 5 millions de citoyens ont été interdits de prendre le train à grande vitesse et 17 millions n'ont pas été autorisés à prendre l'avion. Le contrôle de la population a pris une autre dimension dans la province du Xinjiang, où la population ouïghour, majoritairement musulmane, est réprimée. Depuis 2017, au moins 1 million de Ouïghours ont été envoyés dans des camps de rééducation, où ils sont contraints de lire les textes du Parti communiste, doivent abjurer leur religion, et où des femmes sont stérilisées de force. Le 20 janvier 2022, l'Assemblée nationale a reconnu que la Chine se rendait coupable de génocide dans le Xinjiang, faisant de la France le 8e pays à reconnaître le traitement subi par les Ouïghours comme un crime contre l'humanité. La politique chinoise est aussi marquée depuis 2020 par la lutte contre la pandémie et la poursuite d'une stratégie zéro Covid, conduisant à des arrêts fréquents de l'activité. Le FMI a mis en garde Pékin contre le risque d'essoufflement de la croissance qui pourrait en résulter, d'autant que la situation économique chinoise inquiète en raison des fragilités du secteur immobilier. Le Parti communiste semble être soutenu par une majorité de la population et affirme sa volonté d'étendre son emprise sur Hong Kong et Taïwan. À Hong Kong, la promulgation d'une loi sur la sécurité nationale en juillet 2020, puis son renforcement en mars 2021, ont fortement réduit l'autonomie de la région. Et concernant Taïwan, le président Xi Jinping considère l'île comme une province sécessionniste chinoise et il a appelé en octobre 2021 à une réunification pacifique, quoiqu'il ait précisé en 2019 que l'usage de la force demeurait une option. Jean-Philippe Béja, vous avez travaillé au CNRS, au Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong, au Centre de recherche internationale. Vous êtes particulièrement intéressé par les combats de la société pour la démocratie, mais aussi par la politique étrangère chinoise. Et avant de vous demander de répondre à une question que vous aviez posée lors d'une conférence à Montréal, qui s'intitulait « Comment le Parti communiste chinois parvient-il à tenir le pays ?», j'aimerais vous demander quel sens peut avoir, si elle en a un, l'expression de national-confucianisme qui est assez souvent utilisée pour caractériser l'évolution du Parti communiste chinois. Jean-Philippe Béja. Je crois que c'est en 1993 que j'avais forgé cette expression qui, évidemment, était aussi modelée sur le national-socialisme. C'était un peu dans ce sens-là. Mais à l'époque, on peut dire que le régime néo-totalitaire chinois était beaucoup moins totalitaire que ce qu'il est aujourd'hui. Alors, si on prend le sens de national-confucianisme comme je l'avais entendu à l'époque, c'est-à-dire d'une nazification du régime, pour utiliser une expression qui s'utilise assez souvent aujourd'hui, oui, absolument. Xi Jinping ne cesse de citer mal, d'ailleurs souvent avec des fautes, les classiques chinois. Ça fait rigoler tous les spécialistes. Mais il se réclame très largement de l'héritage de l'Empire, de cette culture millénaire, etc. Et évidemment, il a renforcé le système totalitaire de toute
sur beaucoup de fronts. Vous l'avez vous-même noté, hein, sur le contrôle de la société qui est de plus en plus fort, l'impossibilité quasi totale pour la société civile émergente qui avait émergé dans les zones grises du temps de Hu Jintao, c'est-à-dire entre, disons, 2000 et 2012, cette société civile qui se glissait dans les interstices du contrôle a de plus en plus de mal à exister. Donc on a affaire à, comme le disait Xi Jinping, nord, sud, est, ouest, le centre, le parti contrôle tout, en reprenant une citation de Mao Zedong. Et on a donc effectivement affaire à un régime qui est de plus en plus en voie de retotalitarisation et qui est fondé à la fois sur cette espèce de prétention à... Ça rappelle quand même beaucoup de choses, hein, si on regarde de l'autre côté de la frontière vers le nord, c'est-à-dire l'héritage de l'Empire, tout en étant, rappelons-le quand même, le Parti communiste a quand même été celui qui a détruit la culture traditionnelle chinoise. Rappelons qu'il est né en 1921 au cri du mouvement du 4 mai 1919, dont l'un des mots d'ordre était « abat la boutique à Confucius ». Aujourd'hui, Xi Jinping se réclame de Confucius, de la tradition chinoise. Vous savez, la culture chinoise traditionnelle, dans l'esprit des hommes politiques, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement simple, hein. Le confucianisme, ça veut dire les 5 hiérarchies, ça veut dire l'obéissance à la hiérarchie, l'obéissance à l'ordre. Donc ça, il utilise ça de façon très nette, et pour renforcer le nationalisme, parce qu'effectivement, l'autre légitimation du régime, c'est justement cette idée que on est une très forte nation. On va réaliser le rêve chinois, qui est de rendre à la Chine sa place sur la scène mondiale. Donc ça redeviendra une grande puissance. Alors on appelle ça souvent aujourd'hui, avec de nouveaux concepts qui sont des vieux concepts, qui est le concept de Tianxia. C'est-à-dire Tianxia, ça veut dire ce qui est sous le ciel. C'est le monde selon la culture chinoise traditionnelle. Donc en réalisant de nouveau ce concept de Tianxia, nous aurons une nouvelle conception des relations internationales. Alors Tianxia, c'est quand même autour de la Chine. C'est le monde sinisé. C'est-à-dire, vous pouvez rajouter à ça la Corée, le Vietnam, à la limite le Japon, mais c'était une idée où la Chine donnait le là, c'est-à-dire que c'était elle qui était la civilisation. Alors aujourd'hui, dans un sens, on utilise, alors il y a un certain nombre d'intellectuels chinois nationalistes qui réfléchissent pour le compte de Xi Jinping, c'est cette idée du Tianxia, donc de refaire le monde et en même temps de réaliser le rêve chinois. Pour réaliser le rêve chinois, c'est une Chine forte, hein, mais ça ne veut pas dire nécessairement un peuple chinois qui est véritablement épanoui et libéré. Isabelle de Goldman. Oui, peut-être j'aimerais revenir sur une actualité récente qu'on a presque oubliée, qui était les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Où on a vu effectivement montrer par les journalistes une espèce de bulle dans laquelle était le monde occidental, et puis on avait le sentiment qu'il n'y avait pas du tout de lien avec la population chinoise. Alors, de ce que vous savez, quel est le bilan que vous pouvez tirer de ces Jeux Olympiques ? Est-ce qu'en Chine, ça a été vraiment un événement ou pas du tout ? Est-ce que la manière dont un certain nombre de pays, dont les États-Unis, ont boycotté diplomatiquement l'événement, a marqué le pays, a affaibli ce pays ? Quel premier bilan on peut tirer de cet événement ? Bon, alors c'est encore un petit peu tôt. Disons que toute la préparation des Jeux Olympiques d'hiver, c'est pas comparable à ce qui avait été fait pour les Jeux Olympiques de 2008. Hein, où 2008, c'était véritablement, on allait revenir sur la scène internationale. La Chine se présentait comme un pays moderne, etc. Aujourd'hui, la Chine n'a plus rien à prouver, et Xi Jinping estime que la Chine n'a rien à prouver. Elle avait à prouver une chose: nous avons réduit la pandémie. La pandémie, c'est du passé, ça n'existe plus, nous avons eu les meilleures méthodes, regardez, vous êtes tous encore englués là-dedans, ce qui était encore le cas pendant les Jeux Olympiques, nous avons réussi. Et c'est extrêmement pratique. Cette pandémie, d'ailleurs, a énormément d'aspects positifs pour les régimes totalitaires ou autoritaires, c'est-à-dire que on est obligé de contrôler tout le monde, on est obligé de vous empêcher d'avoir des rapports avec la population chinoise parce que vous êtes porteur du virus, parce que vous apportez ce virus. C'est extraordinaire. Si vous y pensez, c'est souvent le virus du libéralisme, le virus de l'ouverture, ce qu'appelle en Chine, ce qu'on appelle les valeurs universelles, dont Xi Jinping a dit qu'ils n'étaient pas adaptés à la Chine. Donc vous êtes ces porteurs de virus et nous devons vous isoler complètement.
Et c'est pour votre bien et c'est pour notre bien. Donc ça a été quelque chose qui a été extrêmement fort. Aujourd'hui, les gens à Pékin, quelques échos que j'ai, en ont un petit peu assez de cette idée du zéro virus quand ils voient que le reste du monde est en train de reprendre une vie quasiment normale et de voir que à Pékin, alors qu'il n'y a rien, on continue à faire les cours d'université, les cours d'école en distanciel. C'est-à-dire, alors le régime en a profité pour montrer que, en fait, l'Occident continuait d'être hostile. Alors, dans ce rêve chinois, qui est de rendre à la Chine sa place sur la scène internationale, il y en a qui veulent pas. Qui est-ce qui veut pas que la Chine reprenne sa place et toute sa place sur la scène internationale? Eh bien, ceux qui la monopolisent aujourd'hui. C'est-à-dire qui? Les États-Unis. Alors, je dirais que c'est un peu, dans une certaine mesure, essayer de s'adapter à la réalité. Les États-Unis ont dramatisé les rapports avec la Chine. Alors, la Chine dit, nous, justement, nous sommes en train de faire un autre monde, etc., etc. Donc, les Jeux Olympiques, dans un sens, ça montre, vous voyez, nous ne sommes pas isolés sur la scène internationale. D'ailleurs, nous avons eu Vladimir Poutine, nos voisins. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, on n'est pas une puissance régionale, on est une puissance mondiale. Mais quand même, c'est important d'être bien vu dans la région. Et tous les dirigeants des pays d'Asie centrale étaient là. Le Pakistan était là. Donc, c'est quelque chose, on peut montrer que, en fait, c'est un succès. Mais disons que ça n'a pas l'ampleur qu'avaient eu les Jeux Olympiques de 2008, qui étaient loin d'être, comme je l'ai lu souvent, une espèce de manifestation d'une Chine ouverte et libérale. Ce n'était pas du tout le cas. Rappelez-vous les arrestations de ceux qui avaient dénoncé le lait contaminé, et dans la foulée, l'arrestation de Liu Xiaobo et sa condamnation à 11 ans de prison. Donc c'était pas du tout le libéralisme à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vrai que ces Jeux Olympiques sont arrivés. C'est les Jeux Olympiques d'hiver, disons qu'ils font un peu, ils se situent dans une période de glaciation. Marc-Olivier Pédis. Je voudrais revenir sur Xi Jinping et le fonctionnement du Parti communiste, pour autant qu'on puisse le comprendre et le décrire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant longtemps, donc le Parti communiste monopolise le pouvoir, mais il y avait une sorte de régulation interne qui fait que, justement, comme Philippe l'a rappelé, il n'y avait pas plus de 2 mandats pour le président, et qu'il y avait un certain renouvellement des instances dirigeantes, une espèce de consensus interne qui faisait visiblement que le système, il y avait un peu du jeu ou une marge de manœuvre, et on a le sentiment donc que quelque chose s'est déréglé qui a permis à Xi Jinping de changer la constitution, de dire qu'il pourrait faire un 3e mandat et de s'imposer comme apparemment une espèce d'homme fort exclusif, versus, disons, le sentiment qu'il y avait une espèce de pouvoir collégial exercé par le parti jusqu'alors. Donc, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et expliquer pourquoi est-ce qu'il va pouvoir faire un 3e mandat et qu'est-ce qui s'est déréglé à l'intérieur du parti pour que la régulation interne semble s'être déstabilisée? Alors, 3e mandat, soyons clairs. La suppression des 2 mandats, c'est la suppression du mandat de 2 mandats du président de la République. Le président de la République, ce n'est rien. C'est zéro. Le président de la République populaire de Chine, c'est pas du tout ça qui lui donne son pouvoir. Ce qui donne son pouvoir à Xi Jinping, c'est sa position de secrétaire général du parti. Dans la charte du parti, il n'est inscrit nulle part que le nombre de mandats est limité à 2. C'est une pratique. Alors, une pratique qui, d'ailleurs, est extrêmement récente. Au fond, le seul qui a fait seulement 2 mandats pleins, c'est Hu Jintao, le prédécesseur de Xi Jinping. Mais c'était apparu comme effectivement une règle non écrite qui était indispensable. Donc, à partir de la fin du 1er mandat, le secrétaire général désigne son successeur, enfin, fait entrer son successeur au comité permanent du bureau politique, et c'est la position de Xi Jinping entre 2007 et 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il faut toujours regarder vers le nord. Ce qui s'est passé, c'est il y a 2 choses. Il y a d'une part, la Chine, en 2011, le PIB de la Chine a dépassé le PIB du Japon. La Chine est devenue la 2e puissance économique mondiale. Mais une autre chose s'est passée, c'est la leçon de l'Union soviétique.
Et qu'est-ce qui se passait dans le Parti communiste chinois entre 2007, disons, au milieu des années 2000? C'est que, bien sûr, on était dans la direction collégiale avec un dirigeant faible. Hu Jintao n'était pas le chef de la grande faction. Il y avait derrière lui Xi Jinping, qui n'avait pas de position officielle, mais qui évidemment était important et qui avait imposé un certain nombre de ses partisans à l'intérieur du comité permanent du bureau politique, qui était 50-50, et un Hu Jintao qui n'était pas très fort. Donc, il y avait ça, et on avait des féodalités à l'intérieur du parti. Zhou Yongkang, qui sera condamné, qui était la féodalité du pétrole, et de la sécurité, qui sera condamné par Xi Jinping à la prison à vie. Il y avait surtout quelque chose qui est insupportable pour un parti léniniste. On n'avait pas véritablement d'unité sur la ligne politique. Alors, la ligne politique, vous aviez, si vous regardez ce qui se passe entre 2007 et 2012, si vous regardez à Chongqing, donc au Sichuan, donc au sud-ouest du pays, avec Bo Xilai, ce qui se passe, c'est les chansons rouges et on appelait ça Changhong Dahei, c'est-à-dire on chante le rouge et on frappe le noir. Frapper le noir, c'était contre les mafias, campagne contre la corruption de gens qui travaillaient avec le parti. Donc, il y a une grande campagne contre la corruption, on chante les chansons révolutionnaires, on refait l'apologie de la période maoïste avec un dirigeant très charismatique qui est Bo Xilai, le fils de Bo Yibo, l'un des immortels du PC, et cette ligne politique, disons, est plutôt de type socialiste, c'est-à-dire on va aider les pauvres dans une certaine mesure, mais le parti, tout passe par le contrôle du parti. Et puis d'un autre côté, vous avez Wang Yang, qui est au Guangdong. Alors Guangdong, c'est à côté de Hong Kong, où Hong Kong est en train de se démocratiser de plus en plus, où la société hongkongaise s'exprime de plus en plus. Wang Yang, donc, va commencer à négocier avec la société civile. L'un des moments clés, c'est la grève de Honda en 2010. Et alors, il y a des grèves donc qui ont lieu dans les grandes usines du Guangdong, donc qui sont là, on appelle ça economic powerhouse. Donc c'était véritablement le centre économique de la locomotive de l'économie chinoise. Et il y a des grèves qui se passent. Et au lieu d'envoyer, alors on envoie d'abord bien sûr le syndicat pour réprimer les grèves. Oui, en Chine, le syndicat vêtu de jaune, les ouvriers du syndicat vêtus de jaune vont réprimer la grève spontanée des ouvriers. Et là, ça commence à se cogner un peu. Et puis, il y a une négociation. Et avec cette négociation, on obtient des grosses augmentations de salaire. D'un autre côté, à la campagne, il y a le village de Taizun, qui est où il y a des paysans qui rappellent leur chef de village qui est corrompu et font des élections libres, élisent quelqu'un. Celui-ci est arrêté, mais au bout d'un moment, il est libéré. Et au moment où la police encercle le village, Wang Yang envoie un vice-gouverneur de la province, vice-secrétaire du comité du parti, négocier avec les paysans révoltés. Et ça se résout. Donc, on a une espèce de ligne qui serait celle d'une accommodation avec la société civile. Les organisations de Hong Kong de soutien aux ouvriers ne sont pas vues nécessairement comme des ennemis, mais au contraire permettent de résoudre les contradictions dans un pays, dans une province où on a un très fort développement économique et donc de grosses inégalités et des problèmes sérieux qui demandent à être résolus par la négociation. Mais alors, vous avez d'un côté, au sud-est, vous avez négociation avec la société civile, au sud-ouest, vous avez une espèce de revival néo-maoïste. Mais où est la ligne du parti, là? Qu'est-ce que c'est, la ligne du parti? Et en ce moment, et dans l'intervalle, se développe la corruption sur une très grande échelle. Rappelez-vous, le gendre de Brejnev en Ouzbékistan. Toute la corruption qui arrive. La période de stagnation, à la veille de la prise de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, la presse qui avait fait les 10 ans, la Golden Decade, la décennie d'or où on avait dépassé le Japon, c'était le grand développement économique, etc. Ça, c'était au début de l'année 2012, c'est là-dessus qu'on insistait. Et puis à partir du mois d'août, on commence à voir des problèmes. Il y a la stagnation,
il y a une certaine stagnation dans le parti, etc. Stagnation, c'est le mot qui a été utilisé par Gorbatchev au moment pour caractériser l'ère brejnevienne. Et on a un discours de Xi Jinping peu après son arrivée au pouvoir, où il dit, il fait circuler un film sur l'effondrement de l'Union soviétique, et là-dedans, la conclusion, c'est, il n'y a pas un... Alors, c'est très difficile à traduire, mais ça veut dire, il n'y a pas un vrai mec qui s'est levé. Alors c'est pas familier en chinois. Hein. Nanzhe c'est un macho, on dirait si on parlait espagnol. Hein, disons. Et il n'y a pas eu un vrai mec qui s'est levé voilà pourquoi l'Union soviétique s'est effondrée. Eh ben, ce vrai mec, ce sera moi, et je vais utiliser des méthodes qui seront des méthodes staliniennes. On parle beaucoup de retour du maoïsme. En fait, on a des méthodes d'action qui sont beaucoup plus staliniennes. Lutter contre la corruption, réhabiliter la période révolutionnaire, donc faire la politique de Bosila, et très largement, hein, donc de Chongqing, et rétablir l'unité du parti. Ça, c'est essentiel. Un parti léniniste, il ne peut pas se permettre d'avoir deux lignes politiques. Lucile Schmitt. Oui, merci Jean-Philippe Béjat, c'est absolument passionnant. Moi, je voulais justement revenir, puisque vos travaux portent beaucoup sur les relations entre la société et le pouvoir en Chine, et notamment l'aspiration à la démocratie, l'aspiration à l'épanouissement. Vous nous disiez, au fond, ce qui est en train de se passer, la Chine est une très grande puissance, c'est la principale puissance mondiale même, mais ça ne garantit absolument pas le fait que les Chinois soient heureux, soient épanouis, et même on constate avec ce que vous venez de nous dire que c'est un décalage, c'est-à-dire que la puissance de la Chine s'affirme au détriment des libertés de son peuple. Par rapport à ça, Philippe parlait au début de notre émission de ces questions du contrôle social et du crédit social, vous savez, ce système de crédit social qui a été mis en place, qui est en train d'être mis en place depuis 2020. Il parlait des 600 millions de caméras. Et ce que je comprends, c'est que cette mise en place d'un système de crédit social, c'est une manière de reprendre le contrôle sur la société, mais que c'est aussi quelque chose, au fond, d'assez anarchique. C'est-à-dire que ça repose sur l'intelligence artificielle théoriquement, mais en fait, c'est appliqué à la fois aux entreprises, aux personnes morales et aux personnes physiques, et que les critères sont extrêmement variables, hétérogènes, en fonction, finalement, du lieu où ça se passe et des autorités qui l'appliquent, que c'est à la fois un système local et un système national. Donc, on n'y comprend pas grand-chose. Et la question que je me pose par rapport à ce que vous décrivez sur la retotalitarisation, c'est est-ce que ce système est vraiment en mesure d'être un instrument de retotalitarisation, ou est-ce que c'est une sorte de chimère? Est-ce que, par ailleurs, il est possible de contourner ce système de crédit social dont je comprends qu'il repose sur des points et un système de notation dans les pires cauchemars, si je puis dire, de Black Mirror, on a l'impression que ça existe aussi. Est-ce que c'est vraiment de la science-fiction? Est-ce que c'est anarchique? Est-ce que c'est quelque chose qui existe réellement? Et comment est-ce que les citoyens peuvent y résister? Jean-Philippe Béjat. Oui, alors effectivement, vous avez raison de pointer ça. Quand on parle du crédit social, on a l'impression que c'est un système qui est entièrement centralisé, qui marche absolument, etc., et qui est totalement efficace. Vous savez, le contrôle maoïste n'était pas non plus total. Staline non plus. Je veux dire, il n'y a pas de contrôle total dans le monde. Ça n'existe pas parce que malgré l'intelligence artificielle, malgré les robots, malgré les ordinateurs, il y a toujours quelques humains derrière. Et là où il y a des humains, il y a aussi ce qu'on appelle en chinois les renzi ici, les ganqing, c'est-à-dire les sentiments et les rapports humains qui permettent de temps en temps d'échapper à ça. Mais il y a d'une tentative. Alors c'est vrai que c'est pas non plus centralisé. Il y a des entreprises qui contrôlent le crédit social. Il y a des administrations. Mais il y a des expériences qui se font dans certains endroits, dans des villes ou dans des districts où on le met véritablement en place pour ça. Vous savez, c'est toujours la question de la servitude volontaire. J'étais un jour avec des amis. Ils m'ont invité à dîner et puis il sort son téléphone pour payer. Et je lui dis, tu payes avec ton téléphone? Et il me dit, ah oui, tu sais, c'est la servitude volontaire. Hein, au fond, c'est plus pratique, mais ma femme sait tout ce que je dépense comme argent. Ma femme est partie aussi. Donc, si vous voulez, il y a aussi cet aspect pratique du contrôle social. Il y a un véritable déficit de la confiance en Chine.
Les gens ne se font pas confiance. La première chose qu'on vous dit depuis 1978, 77, c'est que la révolution culturelle a ruiné cet élément essentiel de la société chinoise qui était la confiance des uns et des autres, dans les guanxi-wang, les réseaux de relations. Et le crédit social, dans une certaine mesure, il y a beaucoup d'escrocs. On vous dit toujours, il y a des escrocs en Chine. Faites très attention. Et d'ailleurs, je me suis moi-même fait escroquer comme ça. Ça m'est arrivé aussi. C'est pas faux. Il n'y a pas que des démocrates. Et puis peut-être que les escrocs sont démocrates. Après tout, pourquoi pas. Mais si vous voulez, donc il y a une espèce de... il y a quelque chose qui tend à rendre ce système relativement populaire, parce que vous êtes sûr que la personne avec laquelle vous allez contracter, vous allez établir un contrat, etc., elle est fiable. Alors, évidemment, ça veut dire aussi que vous êtes fiable politiquement, etc. Donc, si vous voulez, simplement pour montrer que c'est pas si simple. Le président Mao disait, un se divise en deux. Il y a un aspect qui, évidemment, qu'on voit, qui est celui de le contrôle absolu sur la société, et puis d'autre côté, il y a ça. Mais vous savez, si on regarde ce que c'est, alors, je sais, je suis très critiqué quand je dis ça, mais dans une certaine mesure, les instruments du contrôle social, ils ont existé de tout temps dans la République populaire de Chine. J'ai écrit il y a longtemps une chose sur les 4 éléments du contrôle social. Vous avez le comité de quartier qui s'occupe de vous, de voir ce qui se passe dans le quartier, ce qu'on appelle les jiuhui, les vieilles dames avec le brassard rouge qui arrivent et qui surveillent vos fréquentations, etc. Vous avez d'autre part le dossier, votre dossier, chacun a un dossier qui est déposé, on ne sait pas toujours où d'ailleurs, mais c'est dans ces dossiers, il y a tout ce que vous avez dit. Alors, ça s'était beaucoup relâché pendant les années de la réforme, disons. Je pense que la réforme est finie, donc disons que de 78 à 2012, il y avait un relâchement de ce... Mais le dossier, ça existe encore pour les gens qui travaillent dans les entreprises d'État. Et puis alors, il y avait la Danwei, donc qui était l'unité de travail. Alors ça, bien sûr, c'est beaucoup moins important parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises privées. Mais les entreprises privées, on leur demande aussi de suivre leurs employés, puisque maintenant, chaque entreprise privée doit avoir une cellule, un comité du parti aussi. Donc c'était tous ces éléments-là qui sont toujours en place, qui étaient simplement... Et puis alors, vous avez le Hukou, qui est le livret de résidence, qui permettait de tracer tout le monde. Alors, évidemment, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a l'informatisation, la technique vient au secours de cet ensemble, de tout l'appareil de ce contrôle social. Mais c'est parce que vous avez cet appareil qui existe qu'on peut encore plus, disons, rendre efficace ce contrôle social. Donc, c'est quelque chose qui est évidemment un élément de la retotalitarisation du régime. C'est ce que mon ami Trong Biao appelle le totalitarisme 2.0 ou le cyber-totalitarisme. Donc, ça vient, l'intelligence artificielle, le high-tech vient au secours d'un régime qui est fondé sur cette espèce de contrôle social. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Alors, est-ce que c'est facile? C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'échapper. Je parlais tout à l'heure des interstices, des trous qui étaient apparus dans le système de Hu Jintao, parce qu'il y avait justement des divergences politiques, des divergences entre plusieurs provinces, etc. Donc, dans ces interstices pouvait se glisser une espèce de zone grise où il y avait une société civile qui était d'ailleurs souvent, qui recevait des financements des ONG internationales. En 2016, il y a eu l'adoption d'une loi qui est copiée largement sur celle de Poutine, où on vous dit, vous n'avez pas le droit, alors seules les organisations non gouvernementales internationales qui ont un bureau officiel en Chine peuvent financer les ONG chinoises. Alors vous avez en Chine, on vous dit toujours, il y a 3 millions ou 4 millions d'ONG. La plupart sont fausses. La plupart des ONG ne sont pas enregistrées comme ONG, mais étaient enregistrées comme entreprises. Parce qu'elles n'avaient pas le ministère des Affaires civiles ne leur donnait pas le statut. Mais elles existaient réellement. Et celles avec lesquelles négociait Wang Yang, c'était ça. C'était des vraies organisations non gouvernementales qui donc n'avaient pas le statut. En chinois, on appelle ça accrocher une tête de mouton et vendre de la viande de chien. Avoir une enseigne à la tête de mouton et vendre de la viande de chien. C'est ce qui se fait beaucoup en Chine. Donc, pour répondre aussi à votre question sur le contrôle social, c'est un vieux proverbe chinois et c'est une vieille pratique chinoise qui est
d'accrocher une enseigne de tête de mouton et de vendre de la viande de chien. Donc évidemment, si vous voulez, le contrôle n'est jamais aussi impressionnant qu'il y paraît, mais tout de même, ce qu'on peut dire, c'est que sous le deuxième mandat de Xi Jinping notamment, donc depuis 2017, il y a véritablement eu une énorme un énorme resserrement du contrôle sur l'ensemble de cette société civile. Alors je dis pas qu'elle n'existe plus, il y a toujours des protestations, il reste encore des avocats défenseurs des droits de l'homme, mais il y a eu quand même une très forte rafle en 2015, et puis il y a eu beaucoup d'arrestations des leaders d'organisations non gouvernementales de défense des ouvriers. Donc évidemment, l'espace s'est restreint. Sur cette question du contrôle social, il a existé aussi en Union soviétique, il a existé très tard. Il a pas seulement existé sous Staline, il a existé sous Brejnev, par exemple. Et l'une des histoires qu'on racontait de l'autre côté du rideau de fer, et plus précisément en Russie, était un peintre abstrait circule dans les rues de Moscou, il est suivi par 2 figuratifs en civil. Et pour dire jusqu'à quel niveau de capillarité ce contrôle exerçait ses ravages, j'ai eu l'occasion de citer l'exemple d'une maîtresse d'école qui a mis 0 à un devoir de calcul sans faute d'un élève parce que son père venait d'être condamné pour parasitisme antisocial. L'une des voies de la résistance dans les pays de l'autre côté du rideau de fer, et notamment en Union soviétique, c'était ce qu'on appelait les anecdotes, les blagues par lesquelles la société exprimait son sentiment réel à l'égard du régime et à l'égard des dirigeants. Première question, est-ce que ça existe en Chine? Est-ce que ça a existé? Je crois que oui. Mais est-ce que ça existe encore? Et si ça s'est arrêté, quand? Et deuxième question qui a l'air de ne pas avoir à voir, mais qui, je crois, a quand même à voir. En Union soviétique, si tout ça s'est cassé la figure, c'est parce que l'économie s'est cassé la figure. Et que en Chine, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on peut espérer comme brèche dans ce système, à part la corruption, qui est toujours quand même un bon moyen d'affaiblir les dictatures, et les rivalités entre puissants, qui est aussi un des moyens qui peut être un moyen d'affaiblir les dictatures, ou aussi d'ailleurs de resserrer le contrôle sur tout le monde. Jean-Philippe Béja. Oui, bien sûr, bonne question. Les anecdotes, ça existe. Il y avait moins de sens de l'humour en Chine à l'origine qu'en Union soviétique. On avait plus, disons que c'était plus dans des poésies et dans la littérature que s'exprimait l'opposition au pouvoir dans la Chine traditionnelle que par des anecdotes. Mais le socialisme, vous savez, il a les mêmes effets partout. Et il a effectivement permis de créer un certain nombre d'anecdotes, dont certaines d'ailleurs sont des anecdotes que vous aviez rassemblées dans Le communisme est-il soluble dans l'alcool. Il y en a qui sont vraiment directement importé de l'Union soviétique, et ça continue. Il y a une différence avec l'époque soviétique, c'est Internet. C'est-à-dire que vous avez périodiquement des scandales qui sont dénoncés sur Internet. L'un des derniers, là par exemple, c'est une femme qui s'est cadenassé les lèvres, qui avait été vendue à un paysan d'une autre région, et c'était une Vietnamienne d'ailleurs d'origine, et elle a dû faire des enfants, et elle était frappée de manière terrible par son mari, et personne ne disait rien. Et donc, il y a eu cette dénonciation, et elle s'est donc cadenassé les lèvres pour dire qu'elle ne pouvait pas parler. Et cette photo est passée sur Internet, et elle a attiré des millions de vues. Et, si vous voulez, la morale, c'était, on nous parle de prospérité commune, l'un des mots d'ordre de Xi Jinping, et regardez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est digne d'un pays moderne. Ça, c'est quelque chose. Et ça a fait des scandales. Ça mobilise des tonnes de gens. Et il y a eu beaucoup d'émeutes, ou disons de protestations qui se sont faites à la suite de ces histoires qui circulent sur Internet. Il y avait jusqu'à 2012-2013, chaque fois qu'il y avait des épisodes de
conflit avec les autorités du parti. Vous avez les gens ont tous des téléphones portables et ils jettent ça sur Internet, etc. Alors ils continuent à le faire. Évidemment, la censure s'est largement renforcée. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui fait que si vous renvoyez 500 fois une phrase qui est condamnée, vous risquez 3 ans de prison, etc. Ou si vous avez 3000 clics sur une phrase réactionnaire que vous avez mise. Mais ça, c'est quelque chose qui existe encore. Et je crois que c'est, dans une certaine mesure, un peu une alternative aux anecdotes, parce que c'est quand même vécu comme un moyen de résistance, au moins de faire connaître les affaires. Vous aviez aussi quand même les avocats défenseurs des droits de l'homme. Alors maintenant, ils ont beaucoup moins de place, parce que beaucoup ont été arrêtés. Mais il y avait ces espèces de réseaux qui existaient, qui permettaient de résister aux abus terribles des cadres. Alors ça continue un petit peu à exister, mais évidemment, l'espace est beaucoup plus restreint. Les anecdotes, bien sûr, continuent à circuler là aussi. Hein. C'est assez classique. C'est toujours compliqué. Vous savez, il y a cette fameuse histoire, par exemple. Ça, c'est pas une anecdote vraiment, mais c'est l'une des manières de résister des internautes à la censure sur Internet. Vous avez le 4 juin, qui est la date du massacre de Tiananmen en 89, que le régime fait tout pour effacer. Donc les chiffres 6-4. 6 pour le mois de juin, 4 pour le 4 juin, sont censurés sur Internet. Vous ne pouvez pas avoir 64 ans, par exemple. Si vous avez 64 ans, on vous l'enlève. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les internautes ? Eh bien, ils ont fait le 35 mai. Tout le monde allait au 35 mai. Il n'y a pas 35 jours en mai. Il n'y a que 31 jours en mai. Vous devez compter. 31 plus 4, ça fait le 4 juin. C'est 31 mai. Et donc, tout le monde disait, oui, alors, à l'origine, au moment du temps. Et puis, alors, il y avait aussi une autre anecdote, qui était celle sur laquelle Ai Weiwei s'est fait aussi connaître. C'était l'histoire, Hu Jintao disait, il faut absolument que nous créions la société d'harmonie. En chinois, harmonie, ça se dit Hexie. Et alors, ils ont fait autre chose, très, très bien. Alors, on va faire le crabe d'eau douce. Et tout le monde parlait du crabe d'eau douce, qui était une spécialité de Shanghai. On mange le crabe d'eau douce. Et tout le monde a dit, oui, alors nous allons arriver à avoir tous des crabes d'eau douce, parce que crabe d'eau douce se dit Hexie. Et donc voilà, donc Hexie et Hexie. Le chinois prête beaucoup à ça, hein, parce qu'il y a peu de phonèmes, donc changement de ton, et vous pouvez... Donc il y a des milliers d'anecdotes. C'est très, très, très difficile à traduire, parce que c'est vraiment plus les références à des poèmes ou à des proverbes traditionnels. Donc ça continue à exister. La deuxième chose que vous dites, c'est-à-dire le fait que l'économie continue à se développer, c'est effectivement quelque chose qui limite les ardeurs révolutionnaires. Hein. Quand les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne, ils se soulèvent facilement. Quand ils ont à perdre la voiture, l'ordinateur et la maison de campagne, ils ont plus de mal à se soulever. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas critiques à l'égard du régime. Mais c'est vrai aussi que dans la nouvelle génération, moi je vois ça avec les étudiants chinois que l'on voyait, disons, jusqu'à ce que la pandémie empêche les arrivées, c'est qu'il y a beaucoup plus de nationalisme. Le nationalisme, ça marche mieux. Le pays est en train de devenir effectivement plus solide, plus riche, et ça a un certain impact sur les étudiants, les nouvelles classes moyennes, qui sont quand même, dans une certaine mesure, qui soutiennent plus le régime qu'avant. Hein, autrefois, disons que dans les années 80, elles étaient pour une beaucoup plus grande libéralisation. Aujourd'hui, c'est moins clair. Isabelle de Gaulle. Alors justement, ce nationalisme, tout le monde aujourd'hui pense à Taïwan, surtout quand on voit la Russie de Poutine. Alors par rapport à ça, moi j'aurais plusieurs questions. D'abord, est-ce que, selon vous, il y a vraiment un risque que la Chine y aille de manière militaire, offensive, etc. Est-ce que ce discours sur la Chine unifiée
qui comprendrait Taïwan, il est bien reçu par la population, parce que vous avez parlé de nationalisme, donc est-ce que c'est quelque chose dans laquelle les Chinois suivraient leurs dirigeants si ça devait se faire? Et puis il y a tout le problème de la puissance nucléaire, puisqu'on voit bien que la confrontation avec les États-Unis est là-dessus. Et est-ce qu'à votre avis, la Chine peut aujourd'hui jouer de la dissuasion nucléaire pour arriver à ses fins sur Taïwan? De la dissuasion nationale nucléaire pour faire peur, pour faire peur aux un peu États-Unis. ce que fait Poutine. Oui, ça me semble, ça me semble la base, le minimum. Je voudrais dire que si on était cynique, Xi Jinping a raté une belle occasion avec l'invasion de l'Ukraine. C'est le jour même, le 24 février, il aurait dû attaquer Taïwan. S'il avait attaqué Taïwan le 24 février, tout le monde avait les yeux fixés sur la frontière ukrainienne. Et donc, non, je crois que la rhétorique de la libération, la réunification de Taïwan, c'est évidemment un moyen de mobiliser le nationalisme et de laisser sa place dans l'histoire. Parce que ça, c'est très important. Deng Xiaoping, enfin, encore que maintenant, on pourrait dire qu'il a véritablement, on appelle la deuxième réunification à Hong Kong. Enfin, ça, on n'appelle pas ça la réunification, on appelle ça le retour à la mère patrie, le deuxième retour à la mère patrie. Et là-dessus, il a été extrêmement violent. Enfin, oui, très violent, mais violent légalement. Enfin, je veux dire, sans avoir besoin, contrairement à ce que racontaient beaucoup de journalistes en 2019, non, il n'y a pas besoin d'envoyer l'armée. D'abord parce que l'armée est déjà à Hong Kong, mais il a effectivement étouffé Hong Kong. Hong Kong n'est plus du tout ce que c'était. C'est véritablement une forme de terreur qui règne à Hong Kong. Alors Taïwan. Taïwan, d'abord, c'est pas si facile de conquérir Taïwan. D'abord parce que il y a un détroit à franchir, il y a quand même une armée taïwanaise et il y a des accords avec les États-Unis. Il y a le Taiwan Relations Act. Alors est-ce que les Américains mourraient pour Taipei? C'est une autre chose. Mais si vous voulez, c'est quand même extrêmement difficile. D'autre part, il y a une chose qui obsède Xi Jinping cette année, en tout cas c'est sûr, c'est le 20e congrès qui aura lieu en octobre-novembre. Donc don't rock the boat avant le 20e congrès, parce qu'il faut véritablement que ça se passe bien. Et alors ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ayant étudié le Parti communiste depuis 40 ans et son fonctionnement, il y a des ennemis de Xi Jinping. Ça, c'est évident. Il a offensé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Et cette espèce de volonté d'être le chef, ça crée des tensions, c'est évident, même si on les verra le jour où il aura été remercié, ou alors où il n'obtiendra pas son 3e mandat, parce que c'est pas encore joué, on ne sait pas. Donc, si vous voulez, Taïwan, c'est un moyen de mobiliser le nationalisme. Alors, l'attitude des larges masses, c'est très difficile à dire. Quand vous regardez, par exemple, moi, je regarde avec Hong Kong, j'ai bien suivi les affaires de Hong Kong. Il y a pas mal de gens qui, au moment du mouvement de Hong Kong, soit en 2014, soit en 2019, étaient favorable à ce mouvement, parce que il le voyait comme une voie que pourrait aussi suivre la Chine. Mais dès que vous mettiez ça sur l'Internet, vous étiez effacé, ou alors vous alliez prendre le thé. Donc, alors je dis pas que c'était la majorité des gens, mais disons que c'était pas complètement négligeable. Sur Taïwan, même chose, si vous voulez. Il y a d'un côté, effectivement, cette espèce de nationalisme. Mais quand vous parlez avec des gens qui sont allés à Taïwan, moi, j'ai beaucoup de collègues qui allaient à Taïwan, et l'idée, c'est véritablement, Taïwan, c'est une Chine qui est merveilleuse. C'est une Chine qui a réussi. C'est ce qu'on veut. Les gens sont polis, les relations humaines sont extraordinaires, et on a la liberté de parole. En plus, la culture chinoise s'est véritablement développée à Taïwan. Donc, alors, c'est une minorité, je le reconnais, bien sûr. Aujourd'hui, la plupart des Fentieng, de ces jeunes angry young men, c'est effectivement, oui, s'il commençait à y avoir véritablement, si l'armée devait véritablement aller à Taïwan et qu'il commençait à y avoir des morts, ce serait peut-être beaucoup moins, comme toujours, on serait beaucoup moins favorable. Marc-Olivier Padis. Vous avez dit prendre le thé, ça veut dire, je crois, être convoqué par la police. Oui, c'est ça. Ouais. Je voulais vous interroger sur les Ouïghours. Il y a une mobilisation plus forte ces dernières années en Europe, notamment de prise de conscience de la persécution qui touche les Ouïghours. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que, en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre la logique qui est derrière cette volonté de persécuter je ne sais pas s'il faut dire ce peuple, cette ethnie. Dans le fond, quel est le rationnel, si je puis dire, de cette action? Et alors, pas seulement les Ouïghours. Rappelons toujours, il y a des Khazars, il y a des Ouzbeks, il y a des Kirghizes qui sont
exactement persécutés de la même façon. Ne remplaçons pas le chauvinisme grand Khan par un chauvinisme ouïghour. Disons que les ethnies turques du Xinjiang sont persécutées. Pas seulement les Ouïghours, mais bien sûr, les Ouïghours, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, quelle est la logique qu'il y a derrière? Ah oui, ça, c'est effectivement une bonne question. Je vais répondre par un petit exemple de ce qui s'est passé en Mongolie intérieure. Depuis 1949, en Mongolie intérieure, il n'y a jamais eu l'ombre d'une révolte qui demandait, par exemple, à se réunifier avec la Mongolie extérieure. Ou de dire qu'au fond, nous, les Mongols, avec Genghis Khan, on a quand même, j'allais parler vulgairement, mais on a écrasé les Khans et nous, on les a dominés pendant près d'un siècle. Il n'y a pas eu ça. Jamais. Eh bien, au mois de septembre 2020, vous avez eu des émeutes en Mongolie intérieure parce qu'on avait supprimé l'enseignement en mongol des écoles primaires. C'est comme ça que ça s'est passé au Tibet d'abord, et que Chen Quanguo est allé le faire au Xinjiang. L'idée, c'est, on a repris cette idée qu'il faut qu'il y ait l'unité de la nation chinoise. Alors, il y a une différence entre Hanzhou, c'est-à-dire les Han, l'ethnie dominante, et Zhonghua Minzhou, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nation chinoise. Cette nation chinoise, qui théoriquement est une nation multinationale, les 55 minorités nationales, etc., qui devaient donner lieu à l'autonomie, etc. Alors, l'autonomie, ça était très faible, mais disons que pendant les années 80, on a tiré les leçons de ce qui s'était passé, la révolution culturelle, qui était véritablement l'assimilation, la tentative d'assimilation. On faisait élever des porcs par les musulmans. On interdisait aux Tibétains de cultiver l'orge. On voulait leur faire cultiver du riz. Les 1000 mètres d'altitude, vous essayerez de le faire. Mais enfin bon, il y avait cette espèce d'idée que, en fait, les Han sont avancés. Vous savez, Engels a parlé des 5 étapes de la civilisation. Hein. Vous avez le matriarcat, enfin le communisme primitif, et puis après l'esclavagisme, le féodalisme, le capitalisme et le socialisme. Eh bien, les Han étaient socialistes, et donc il fallait amener toutes les autres minorités qui étaient luoho, c'est-à-dire qui étaient arriérées, vers l'avancée, etc. Et c'était donc ça, c'était la logique. Alors aujourd'hui, c'est la modernité, évidemment, c'est les Chinois, mais surtout, là, il faut se débarrasser de ces espèces de spécificités qui font que on n'a pas une nation unifiée. Donc la nation doit être unifiée derrière les Han. Hein, et donc il y a eu des conflits, et ça remonte déjà à 95, mais c'est systématisé depuis effectivement Xi Jinping. Et là, il y a l'idée, c'est que on va en profiter. Autrement, ce sont des traîtres. Si vous voulez, c'est l'idée de la sécurité nationale. Pour avoir la sécurité nationale, il faut qu'on ait des gens qui nous ressemblent, qui soient les nôtres. Alors les Chinois aussi, hein, ils doivent. C'est toujours ce que je dis. Les Han doivent eux aussi, ils doivent mettre en œuvre la pensée de Xi Jinping. Alors, c'est un rêve, bien sûr. C'est le cauchemar chinois et le rêve de Xi Jinping. Mais disons que l'idée, c'est pas de spécificité de ces... donc, ils ont plus d'enseignement en langue de minorité. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais vous poser 2 questions assez différentes. La première, c'est sur les enjeux écologiques. J'ai vu qu'à la COP26, la contribution de la Chine était très intéressante sur les éléments de décarbonation. Et on sait qu'au moment où Trump était climato-sceptique, la Chine avait choisi de reprendre en quelque sorte le leadership de ce que pourrait être une puissance verte internationale. En même temps, on a vu des Jeux Olympiques, c'est ce que rappelait Isabelle de Golemin tout à l'heure, qui étaient complètement dans l'artificialité. C'était une bulle, il n'y avait que de la neige artificielle, on nous a dit qu'on avait bombardé les nuages pour que le ciel soit bleu. Donc on voit bien qu'en tout cas, cette puissance verte, elle se construit autour de la technologie, du nucléaire. Et par ailleurs, on sait aussi que la société chinoise, il y a eu beaucoup de scandales environnementaux industriels, elle s'est souvent révoltée contre le pouvoir central parce que sur les éléments de santé-environnement, au fond, elle subissait des choses terribles. Donc je me demande si cette question écologique ne pourrait pas être quelque chose qui travaille le lien entre société et pouvoir, un élément de pouvoir pour le pouvoir chinois au niveau international, mais est-ce que la société chinoise n'aurait pas une vision différente de ces enjeux écologiques? On sait que la pollution de l'air est extrême, c'est un vrai sujet de santé publique en Chine, donc ça je voulais vous interroger là-dessus. Et puis une deuxième petite question, mais très importante, vous avez parlé de littérature, de poésie, vous nous avez dit que c'est comme ça qu'on résiste
en Chine, au fond, à ce pouvoir. Est-ce que vous pourriez nous dire en 2 mots qu'est-ce que vous nous conseillez de lire, qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder sur cette créativité chinoise qui perdure alors même que ce régime est un régime totalement totalitaire, si je puis dire. Jean-Philippe Béja. Alors, sur l'écologie, je crois qu'il y a 2 choses. C'est très important. C'est évidemment le développement ultra rapide qui s'est produit au cours des 40 dernières années en Chine, a évidemment mis à mal l'environnement de manière absolument extraordinaire. Bon, vous savez, par exemple, ce qui est incroyable dans ces Jeux Olympiques de Pékin, c'est que vous êtes dans une zone semi-aride et qu'on tire de la neige alors qu'on n'a pas suffisamment d'eau pour la population de la capitale de la Chine. C'est ça la question. On prend de l'eau du Yangtze à 1000 km qu'on détourne vers le nord pour avoir suffisamment d'eau. Donc quelque chose dont les conséquences environnementales sont... Personne ne le sait. Donc c'est quelque chose de très grave. Vous avez parlé des crises, alors bon, que ce soit celle du lait contaminé, des villages du cancer, de l'eau, des l'eau polluée aux métaux lourds, c'est quelque chose d'extrêmement répandu, et c'est quelque chose dont la société chinoise est extrêmement consciente. La santé, alors je sais pas, la sécurité alimentaire, food safety, qui n'est pas food security, c'est-à-dire de savoir ce que vous mangez, c'est quelque chose qui touche tout le monde, d'accord, parce que manger en Chine, c'est extrêmement important. Et moi, je me rappelle être arrivé dans un village au fin fond du Sichuan, et où les gens m'ont dit, ici, tu peux manger, tu peux être sûr, parce que voilà, c'est nous qui le faisons. Mais autrement, les gens vous disent, on n'ose pas manger au restaurant parce que le porc est contaminé, etc., etc. Donc c'est un problème essentiel. Et ça, ils s'en sont rendus compte. Ils savent que les dirigeants savent que c'est quelque chose qui risque d'unifier l'ensemble de la société. Il n'y a pas que les pauvres, il n'y a pas que les riches. Les seuls qui échappent à ces problèmes, c'est les gens du comité central qui ont leur approvisionnement en eau, leur approvisionnement en air, etc., etc. Mais l'énorme majorité des gens ont ces problèmes. Donc c'est quelque chose, ce qui fait que les seules organisations non gouvernementales qui continuent un petit peu à exister, ce sont celles qui sont concernées par l'environnement. Donc il y a une conscience du pouvoir, mais il y a aussi évidemment le poids de l'idée de la modernité et de l'importance du développement qui est ce qui légitime le pouvoir. Donc là, il y a véritablement une contradiction. C'est pas que du flanc. L'histoire de faire quelque chose d'écologique. Il y a bien sûr tout ce qu'on fait pour l'étranger et qui sont les villages Potemkin, les villes écologistes, etc. Ça, c'est de la rigolade. Mais il y a une sensibilité à ce problème qui risque effectivement d'être menaçant pour le pouvoir. Donc là, il y a encore, on peut dire, une espèce de négociation. Non, c'est pas une négociation, mais de résistance, de possibilité pour la société de participer. Et alors, beaucoup de gens, on peut utiliser aussi l'expertise. Les ONG utilisent beaucoup l'idée de l'expertise pour appuyer leurs revendications. Donc c'est quelque chose d'important. Il y a un autre truc dont j'ai pas parlé, mais je m'excuse, je veux en parler parce que je pense que c'est une autre forme de résistance qui est extrêmement intéressante et qui correspond pas à tout le monde. C'est ce qu'on appelle trangping. Ça veut dire s'allonger. Ça veut dire on ne participe plus à ça. On ne travaille pas à cette modernisation. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Tous les jeunes Chinois disent toujours, la première chose qu'ils nous disent ici, c'est « vous travaillez pas assez, c'est pour ça que vous êtes en décadence, il faut travailler comme des fous, il faut avancer ». Et aujourd'hui, on a une partie de la jeunesse, c'est pas une majorité, mais une partie de la jeunesse diplômée qui a décidé de plus marcher là-dedans. Donc non. Alors il y en a qui partent à la campagne, de façon très bizarre, c'est-à-dire qu'ils vont comme un peu le retour à la campagne ici, et ils refusent d'être embringués dans cette espèce de course à l'échalote. Et c'est quelque chose qui inquiète énormément le parti, parce que si vous pouvez plus mobiliser les gens pour travailler comme des fous, pour arriver à un niveau de vie encore plus élevé, à avoir plus de voitures, etc., c'est un véritable problème. Donc ça, c'est une chose que je voulais mentionner et qui est véritablement intéressante. C'est une forme de résistance très importante. Alors, les textes
textes il y a des textes qui sont directement des textes politiques aussi, qui sont publiés sur Internet. Su Jiangrun, qu'on a récemment publié en français, lui est en fait dénonce le parti pour sa gestion de la pandémie directement. On a encore une autre professeure de l'université Tsinghua qui a dénoncé le contrôle social mis en place à travers l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a un certain nombre de textes qui existent. Et puis il y a un texte qui a été traduit en France, c'est un petit peu plus ancien, c'est de 2015, c'est Liu Zihui, qui a fait une trilogie de science-fiction dont j'ai malheureusement oublié le titre. Mais je vous le demanderai et nous le mettrons sur notre site. Et c'est véritablement très intéressant parce que c'est une réflexion dystopique sur la Chine et c'est véritablement très 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 intéressant. Alors moi malheureusement je suis pas beaucoup la littérature en ce moment et je suis désolé de pas pouvoir vous donner plus d'informations là-dessus. Ma grande faute, je le reconnais. Je vous demanderai, je vous les demanderai d'ailleurs dans une graphie qui nous permette de les recommander à nos auditeurs et de nous les recommander à nous-mêmes. Je vous demanderai les références de ces textes que vous venez de citer. Je vous remercie beaucoup. J'ai l'intention, je vous le dis, vous l'apprenez en même temps que mes camarades et nos auditeurs. Vous avez aussi écrit sur les Chinois en France et sur les Chinois du Guangzhou, si je me souviens bien. J'aimerais, dans une autre émission, vous demander de nous parler de ces Chinois en France et nous en profiterons peut-être dans ce que nous appelons un BADA, c'est-à-dire un de nos suppléments. En tout cas, Jean-Philippe Béjart, merci beaucoup et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission.